La première problématique de ce matin, nous le disions tout à l'heure en ouverture, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, a adressé une lettre pastorale. C'était il y a quelques jours, une lettre adressée aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs, aux âmes de bonne volonté, aux autorités publiques. Alors, je commence par notre ami du SDF Lionel Okungaba. Monseigneur Kleda, est-il toujours dans son rôle en tant que prélat? Je voudrais rappeler que Monseigneur Kleda est revenu sur ce qu'il appelle la démocratie dévoyée. Il est revenu sur les infrastructures routières à problème au Cameroun. Monseigneur Kleda a parlé de l'immigration clandestine. Il a parlé du chômage et de la misère. Monseigneur Kleda n'a même pas eu peur de parler également de la mauvaise gestion pétrolière au Cameroun. Monseigneur Kleda est-il toujours dans son rôle en tant que prélat? Alors, moi je pense que il était même temps. Il est même sorti en retard parce que le rôle du prélat, déjà, c'est de conscientiser les citoyens. Et lui, en tant que l'un des prélats qui s'est démarqué, non seulement au Cameroun, même en Afrique, parce que j'ai eu la possibilité de le rencontrer au-delà du pays et j'ai vu le travail qu'il a fait. Je pense que c'est du devoir d'un prélat de pouvoir appeler ou tirer l'attention de ceux-là qui gouvernent sur les manquements, sur tout ce qui ne va pas, et aussi conscientiser les citoyens. Donc si, pour ceux qui ont parcouru ces écrits, je pense que tout ce qui a été dit dans ces écrits, c'est ce que nous, les politiciens, nous autres du SDF, nous décrions chaque jour, nous interpellons le gouvernement pour pouvoir les amener à comprendre que si toutes ces choses-là ne vont pas bien, vous voyez que avant qu'il ne parle des états de la route, il y en a même au sein du Sérail qui ont commencé à le décrier. Vous souvenez que certains qui n'avaient pas pris certains axes pendant longtemps l'ont décrié après avoir pris ces axes-là. Pour la misère, vous savez, c'est au fur et à mesure que le temps passe, les Camerounais s'habituent et ils deviennent un peu plus habitué à ça. Donc, on devient résilient. Résilient. Donc, le président Paul Biya nous a demandé de faire montre de résilience. Faire montre de résilience en mourant, en s'étouffant. Donc, la résilience, parfois, c'est dans l'effort qu'on fait pour pouvoir se développer. On ne doit pas faire la résilience pour pouvoir mourir ou pour pouvoir ne pas être à l'aise. Dans une société, le gouvernement a pour rôle de pouvoir donner la possibilité ou mettre tout ce qu'il faut à disposition pour que les citoyens soient à l'aise. Aujourd'hui, si ces citoyens-là ne sont pas à l'aise et qu'on parle de résilience, ça devient compliqué. Parlant de l'immigration clandestine, nous avons toujours décrié la façon de former nos jeunes. Parce que lorsqu'on forme les jeunes, on ne les forme pas prêts à l'emploi. Ou on ne forme pas les jeunes qui peuvent s'autonomiser en créant des emplois, ou on les forme sur le tas, et lorsque certains arrivent sur le marché de l'emploi et ne parviennent pas à trouver quelque chose, les seules options c'est de fuir et se retrouver à l'extérieur. C'est pour cela qu'ils sont avalés par des requins dans la mer, c'est pour cela que certains meurent au désert de soif, en voulant trouver l'Eldorado ailleurs. En homme comme en mille, Monseigneur Kleda est dans son rôle. Bien sûr, il est dans son rôle, et je dis bien qu'ils sont peu, ceux-là qui essayent de faire ce travail, parce que nous avons vu un certain nombre qui ont même été intimidés après avoir décrié. Mais nous appelons les autres prélats et les pasteurs et les hommes de Dieu, les imams, tous, de pouvoir jouer leur rôle, appeler, parce que tous ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui sont membres de ces mosquées, ces églises et ces lieux de culte. Donc nous pensons quand même que en parlant, en venant de ces hommes de Dieu-là, ils seront écoutés. Mais si depuis 43 ans, beaucoup ne se sont pas déclarés ou n'ont pas pris position comme lui, c'est à déplorer. Très bien. Professeur Owen
Onanguini, avec votre aide, nous allons véritablement décrypter cette abondante littérature de Monseigneur Cléda. Je rappelle qu'il s'agit de 16 pages, 16 formats A4. Comme je le disais tout à l'heure, Monseigneur Cléda parle de la mauvaise gouvernance et la corruption. Il parle de la démocratie dévoyée. Il parle de la pauvreté généralisée et le chômage. Il parle de l'immigration clandestine, le délabrement du réseau routier, l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, la gestion nébuleuse du pétrole, les injustices dans l'exploitation minière, les crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord. Le politologue qui lit cette lettre n'a-t-il pas l'impression que Monseigneur Cléda dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Merci de me donner la parole. Monseigneur Cléda, par cette lettre pastorale, dit sa vision des choses, sauf qu'il ne s'agit pas simplement d'une vision morale. Il y a véritablement une logique d'intrusion politique. Ah bon? C'est clair. C'est d'ailleurs la manifestation de ce que un candidat qu'il attendait de voir dans l'arène n'y soit pas. Vous voulez parler de qui? Du professeur Maurice Kamto. Est-ce que Monseigneur Cléda est un militant du MRC? Je ne sais pas s'il est militant du MRC, je sais qu'il a des liens... Ou alors du Manidem. Je sais qu'il a des liens très étroits avec le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est connu. Je suis désolé pour cela. Maintenant, quand on décrit les choses, il faut les décrire de manière systémique. Oui, il peut y avoir dans la nation des sources de mauvaise gouvernance. Encore faut-il voir si elles sont seulement logées là où on croit. Quand vous regardez la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut aussi que vous soyez capable de savoir que vous avez de la paille dans votre œil. En matière de bonne gouvernance, je ne suis pas sûr que la communauté qui représente soit exempte de reproches. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et représente quelle communauté? Mais c'était un évêque catholique. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous pensez qu'il n'y a pas de source de mauvaise gouvernance là-bas? Est-ce que c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance à l'Église catholique qu'il est maintenant interdit pour un prélat de critiquer la gouvernance du Cameroun? Non, je dis ce n'est pas interdit du tout. Mais quand on critique, il faut savoir se regarder aussi soi-même. Il ne faut pas seulement regarder les autres. Et puis en plus, dans une logique de mise en question, c'est un partage de responsabilités qu'il indique qu'il y ait des responsabilités qui reviennent au pouvoir public, d'accord. Mais s'il faut faire croire que toutes les turpitudes que nous avons dans notre nation sont le seul fait des pouvoirs publics, ça c'est un mensonge délibéré. Les pouvoirs sont comme les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Donc, de toutes les manières, on comprend la logique qu'il y a derrière. Derrière la soutane, il y a autre chose. Il y a quoi? Mais il y a des positions militantes. Merci, professeur Onanguini. Nous allons d'abord faire un tour du côté des États-Unis où le professeur Chief Mila Souté s'impatiente au téléphone. Professeur Mila Souté, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à votre panel et bonjour à tous les téléspectateurs de votre télévision. Vous êtes un homme politique qui n'est plus à présenter au Cameroun. Ce matin, nous vous accueillons avec cette dernière sortie de Monseigneur Samuel Cléda qui critique de manière très acerbe le régime en place à quelques semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que cela peut être vu comme un anti-jeu? Je crois que les positions de Monseigneur Cléda ne sont pas nouvelles, hein. On avait déjà entendu Monseigneur Cléda parler de l'âge du président et lui suggérer de ne pas se présenter. Je pense qu'il est logique avec lui-même. Il est dans sa démarche qui n'est pas religieuse. Qui n'est pas religieuse. Je crois que c'est une démarche citoyenne. C'est mon point de vue. Et peut-être elle va à contresens de l'audience que j'ai vu le président de la République accorder aux nonces.
On ne peut donc pas penser que c'est une position de l'Église. Je crois que c'est une position personnelle. Est-ce qu'il faut dire que c'est une position? C'est une position personnelle qui milite en faveur des opinions, mais en même temps qui crée un hiatus entre les relations politiques et celles des opinions religieuses, dont on connaît la distance. Est-ce que les évêques camerounais veulent... Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que Monseigneur Cléda, au-delà de tout, dit simplement ce qui se passe au Cameroun? Ben, je ne sais pas comment il a constaté tout ça, mais simplement qu'il a des opinions qui sont libres. Il dit ce qu'il voit avec ses yeux. Je suis certain que le professeur Onan Guini dira certainement ce qu'il voit avec ses yeux aussi. Ça pourrait ne pas être ce que Monseigneur Cléda voit. Vous savez, en politique, les vérités ne sont pas... Il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités de circonstances. Ce que Monseigneur Cléda dit sur la situation politique du Cameroun, les Camerounais le vivent. On a même entendu le président Biya lui-même à un moment donné parler comme s'il était un opposant. Donc le mal qui est dénoncé par des citoyens, lorsqu'il est réel, il est réel. Mais lorsqu'on veut être honnête aussi, moi je ne suis pas un ami du président Biya, mais lorsqu'on veut être honnête aussi, on peut reconnaître qu'entre 1982 et 2025, des kilomètres de routes ont été faits après Aïdjo, que des lycées ont été créés, qu'un certain nombre de choses, que d'ailleurs, ce qui nous permet de communiquer aujourd'hui, le téléphone là, que c'est arrivé. Donc des choses ont été faites. Sauf que nous avons pris un retard sur ce qui aurait pu être fait, de la vision même du président Biya. C'est ce qui avait justifié, en ce qui me concerne, la création du courant des modernistes au sein du RDPC. Parce que j'avais constaté moi aussi, peut-être pas avec le regard de Monseigneur Cléda, qu'il y avait des déviances par rapport au projet de société que porte le président Biya. Lui-même l'a dit, qu'il y avait des déviances. Donc ces choses-là existent, mais de là à peindre le Cameroun en noir, ce n'est pas vrai non plus. Il y a des choses, moi il y a des choses qui m'ont fait partir du pays. Mais je ne peux pas dire que mon pays est tout noir, que c'est le chaos, que c'est... Non, je pense qu'il y a des choses à faire. Je crois qu'on peut faire mieux que ce qui est fait. Je crois qu'on aurait même pu faire beaucoup mieux que ce qui est fait. Je suis convaincu qu'on a pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Mais tout n'est pas sombre. Tout n'est pas gris. Merci, professeur Mila Souté. Info TV n'existait pas en 1982. Donc il y a des choses qui ont pu être faites. Merci, professeur Mila Souté. On reviendra à vous tout à l'heure pour les autres sujets inscrits à l'ordre du jour. Je vous remercie. Pierre Blériot-Niamek, quel est le regard que vous posez sur cette critique acerbe de Monseigneur Cléda, qui est resté fidèle à sa ligne depuis de nombreuses années? Alors, parfait, ici, ce matin, quand j'ai publié l'affiche de l'émission, les gens m'ont fait remarquer que le plateau était déséquilibré. Ah bon? Qu'il y avait 2 RDPCistes sur le plateau. Bon, je n'ai pas craint pour autant. Maintenant, je constate qu'il y en a 3. Il y en a 3, il faut le dire. Avec qui? Le professeur Mila Souté. Le professeur Mila Souté. Mais moi, ce qui me choque, parce qu'il faut que je le lui dise, je sais qu'il suit l'émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais quand des aînés commencent à se fatiguer de la lutte de cette façon-là, on voit bien, il n'est pas le seul à avoir un cerveau. On voit bien comment il fait déjà les yeux doux au régime. Ah bon? Il commence à arrondir les angles. Et tout n'est pas noir. Il part du noir au gris. Tout n'est même pas gris. Bientôt tout sera clair. De faire les yeux doux. Oh non.
Non, non, ne nous faites pas ça. Non, c'est ça qui va faire croire qu'il n'y a pas de Camerounais sérieux. Ça, ce n'est pas bien. Toi, tu as la chance d'être dehors, tu peux rester là. Issa Tiroma n'a pas pu sortir. Toi, tu peux rester là-bas et tu continues la lutte. Non, ne faites pas. Même ceux qui sont dehors, ils abandonnent tout le monde. Ici, tout le monde a déjà abandonné. Ce n'est pas le noir et le gris. C'est pas le gris va déjà vers le clair. Voici le gris que je porte. Il a dit tout n'est pas noir, c'est Ounangin qui a le noir. Il a évolué. Tout n'est c'est lui qui est diabolisé. Tout n'est pas gris vers moi. Maintenant, bon, tout sera bientôt blanc. Mais Monseigneur Cléda ne voit pas avec ses yeux. Chacun n'a pas ses yeux. Nous avons les mêmes yeux pour voir les mêmes réalités. Nous décidons seulement d'avoir des prismes déformants. C'est-à-dire que tu décides de voir du charbon et tu dis que le charbon est de couleur blanche. Et tu utilises, tu mobilises des moyens intellectuels qui sont les tiens. Quand Monseigneur Cléda a dit, bon, Mila Soute ne vit pas ici, mais il a au moins des gens qui vivent ici. On lui a dit avec les yeux des gens qui vivent ici que les routes sont bonnes. La route qui va dans son village, on lui a dit que nous avons l'énergie électrique, que nous avons l'eau. La route qui va chez lui est coupée. La route qui va chez Mila Soute est coupée actuellement. Donc, bon, quand vous trouvez une route coupée, chacun a ses yeux. Il y en a qui voient qu'elle est coupée, il y en a qui voient qu'elle n'est pas coupée, il y en a qui voient qu'on va la couper. Mais non, ne nous faites pas ça. Ça devient quand même gênant de me rendre compte que des gens qui ont de la consistance, parce que personne ne peut remettre en cause la consistance de quelques-uns d'entre eux. Déjà, j'aime à partir avec les costauds qui sont sur le plateau. S'il faut encore ajouter Mila Soute, ce n'est pas bon, c'est trop. Vous êtes en train de pleurer là. Oui, vous avez l'honorable Bengono, qui n'est pas qui n'a même pas encore parlé. Oui, qui est très structuré. Vous avez le terrible Onangini. Vous avez encore Mila Soute. C'est beaucoup. Est-ce que Bia seul vous a demandé autant? Non, revenons à la lettre pastorale. Tout à fait. Parce que c'est une lettre pastorale. Ne la déformons pas. Et parlant justement de cette lettre pastorale, hein, le premier point de Monseigneur Cléda, Blérieux, c'est vous qui gardez le microphone, oui. Parlant de la mauvaise gouvernance et de la corruption au Cameroun, le prélat dit ceci: à maintes reprises, nous avons dénoncé la corruption dans notre pays, confère lettre pastorale sur la conversion des cœurs et des mentalités pour une bonne gouvernance au Cameroun, carême 2022, sans qu'une action efficace des pouvoirs publics soit mise en place en vue de son éradication. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs styles de regard pour le constater? Non, c'est la question la plus facile. Les différents classements des instituts qui vérifient ces choses nous ont montré ce que nous valions, même si nous avons réussi, dit-on, à corrompre ceux qui nous surveillaient. Mais allons à la démocratie dévoyée. Il y a des théoriciens qui ont démontré à quel point la démocratie camerounaise était un piège. Et les récents événements, ce n'est pas eux qui viendraient infirmer ce que nous disons. La démocratie va s'apprendre au Cameroun après le régime actuel. Il n'y a aucune démocratie là où il n'y a pas séparation de pouvoir, là où il n'y a pas division des pouvoirs. Nous observons bien que cela manque cruellement. Un seul pouvoir fait la pluie et le beau temps et fait et défait les autres pouvoirs. Nous sommes dans un système, bon, proche du despotisme. D'ailleurs que le système camerounais est même difficile à classer. On ne sait pas où le classer clairement. Donc il n'y a pas... Le fait qu'il y ait des élections, je suivais encore l'un de mes grands maîtres, Fabien Eboussi Boulaga. Il disait, en reprenant le philosophe Charles Péguy, un peuple qui se ment à lui-même n'apprend rien. Vous ne pouvez pas prétendre organiser des élections que vous truquez ou dont vous avez déjà les résultats. Vous avez des officines qui fabriquent des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et aujourd'hui, des grands hommes politiques, les autres points qui sont évoqués, le délabrement des infrastructures routières, des infrastructures, le réseau routier. Mais je vous parlais ici des écarts. Je viens de perdre la crémaillère de ma voiture. Moulin, c'est 2 yeux. Quand vous allez sur la route des écarts, 35 km de Boumiébel, vous faites 2h30, 3h de temps, qui est un vrai pandémonium. Vous n'avez pas besoin de... À moins que vous soyez des sorciers, c'est-à-dire vous empruntez la route et vous voyez avec les yeux de la sorcellerie.
la situation est plus que grave. Et il était temps qu'un prélat. Et moi, je suis content parce que l'archevêque de Douala a récemment reçu le SGPR. Les images ont circulé. Tout à fait. Bon, c'était beaucoup de courtoisie. Ils ont pris un thé et tout le reste. Bon, on se serait attendu, comme c'est ce qui arrive à Mila Souté, que Cléda commence à dire que, bon, après le passage du sommet de la République, Tout va bien. Tout va bien. Douala est déjà une belle ville et autres. Vous allez chuter. Qu'il soit resté fidèle à ses opinions montre qu'on peut rencontrer des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, échanger de manière citoyenne, mais garder les vôtres. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec les gens qui ont la puissance et d'autres moyens, quand vos opinions rentrent, que vous les mettiez la queue entre les jambes. Monseigneur Cléda n'a rien dit qu'aucun Camerounais qui le veut, parce qu'on on le voit et on peut décider de ne pas le dire. Tous ceux qui sont ici vivent exactement. Il y en a qui n'ont pas pu prendre normalement leur bain en prenant des demi-bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut avoir quels yeux pour voir toutes ces choses comme elle écrite. Merci Blériot. On passe la parole à l'honorable Essomba Bongono. Alors, honorable Monseigneur Cléda a donc envoyé cette lettre pastorale. Entre-temps, il y a quelques mois, on a vu la sortie de plusieurs autres évêques, critiquant également de manière très acerbe le président Paul Biya, pour ne pas parler de son régime. Est-ce qu'il faut dire que décidément, le régime, l'Église catholique ne lâche pas Biya? Oui, je ne sais pas si l'Église catholique ne lâche pas Biya. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les prélats de l'Église catholique sont en campagne contre Biya. Ah bon? C'est clair, vous appelez, bon, il a dit lettre pastorale, c'est une exhortation politique. Ce n'est pas une lettre pastorale, parce que heureusement que dès la première page, il dit que c'est le citoyen qui s'exprime. Donc c'est comme citoyen que nous avons la vocation ici de lui répondre. Et je vous ai apporté le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Cameroun, 2025, pour que vous puissiez, peut-être dans vos prochaines émissions, inviter un certain nombre de personnes dont les secteurs sont cités dans la lettre de M. Cléda pour voir les écarts qu'il y a entre ces affirmations et ce qui est dit là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Cléda ne nous apprend rien. La plupart des informations qui sont contenues, notamment les informations socio-économiques, sont tirées des rapports de l'INS. C'est-à-dire que des informations fournies par le gouvernement lui-même. L'INS est un institut financé par le budget de l'État. Les rapports du gouvernement lui-même dans le rapport économique sur la situation économique et sociale, notamment le dernier rapport du Premier ministre du gouvernement. Donc il n'apprend rien à personne. La différence, c'est que cette fois-ci, il prend clairement position, c'est une position militante, c'est une position politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en campagne contre le président Biya. Il dit, il conclut, c'est la nouveauté d'ailleurs, il conclut qu'il faut voter contre le président Biya. Il conclut comme ça. Si vous prenez seulement la corruption, vous avez bien fait de citer la malgouvernance. J'espère que vous avez vu dans la page 3, le dernier paragraphe, la dernière ligne, il dit que la corruption a gangréné même la religion. Est-ce que vous savez que toutes les atteintes à la fortune publique, le produit des atteintes à la fortune publique est blanchi par l'Église? Vous le savez quand même? Non. Voilà, ok. Donc, sachez donc que la plupart des grosses sommes d'argent que les gens détournent sont recyclées dans la construction des églises, des monastères, des presbytères et autres. Donc, vous le dites déjà je à télévision, parce que la même église est contre vous. De nouvelles églises viennent même d'être créées par des membres du RDPC. Elles sont récentes. Est-ce que je nie? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que l'église nous aiderait beaucoup dans la lutte contre la corruption si elle dénonçait de façon quasi systématique tous ceux qui viennent avec de fortes sommes pour construire des paroisses, pour construire des presbytères et autres. Donc, je le dis parce que moi j'ai prêté serment comme auditeur. Donc je ne parle pas des histoires d'argent public à la légère. Je sais ce que je dis et on peut vérifier ce que je dis. Je dis également que la lettre de M. Cléda
Remarquez que je n'utilise pas le monseigneur parce que c'est le citoyen qui s'exprime. La lettre de M. Cléda... Vous pensez qu'à un moment donné, les citoyens, à un moment donné... Là, lui-même dit que c'est le citoyen qui parle. Est-ce qu'il perd sa qualité? On ne peut pas dissocier. Il ne peut pas perdre sa qualité. On peut dissocier la qualité honorable. de l'évêque et maintenant des citoyens. Si vous pouviez me laisser aller jusqu'au bout. C'est parce que vous êtes un fervent croyant que vous avez peur de vous adresser directement à l'évêque? Bien sûr, parce que je suis président catholique. D'accord. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ce n'est pas une exhortation pastorale, c'est une exhortation politique. Et je pèse bien mes mots. Parce que je ne voudrais pas me trouver en porte-à-faux avec ma foi catholique. C'est pour cela que je dis que c'est le citoyen qui s'exprime. Et c'est bien ainsi. Parce que ça pose véritablement le débat sur la table. Et je voudrais dire que lorsque vous lisez cette lettre, vous voyez très bien... Mais le problème, c'est que sans toutefois vous interrompre, à la fin, honorable, Monseigneur signe, il dit Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Ça, c'est un abus de position. Même à la page. C'est un abus. Même à la page. Donc, il n'est pas question que ce soit un citoyen qui s'exprime, c'est un évêque qui s'exprime. C'est un citoyen qui s'exprime. Il le dit à la page... Non, à la page 1. Non, attendez. Il dit à la page 1, je cite... Choisir un président de la République est un devoir citoyen qui incombe à chacun d'entre nous et qui engage l'avenir de notre pays. Oui. Je poursuis. C'est pourquoi notre acte citoyen doit permettre de poser les jalons d'une société. Oui, c'est l'acte qui est citoyen. Non, la lettre est citoyenne. Mais c'est l'évêque qui écrit la lettre. Non, vraiment, c'est un abus de position, je le dis. Donc vous le jugez, quoi. Vraiment, Niamek, il ne faut pas mettre... Non, on a terre de là, tu ne dis pas vraiment on a. Ne mets pas la parole dans ma... Non, mais on a mis la parole comme l'air de ton côté. Non, vous deux, vous me pèsez. Bon, dis-lui d'abord. Okay. J'ai dit dans ceci. C'est lui l'aîné de nous. J'ai dit dans ceci. J'ai dit que lorsque vous prenez chacun des points qui sont soulevés, j'observe également que il y a beaucoup... le rapport que je viens de vous donner, oui, il est consistant de 77 pages. Il donne la situation sur ce que Monsieur Cléda est en train de décrire dans sa lettre de 15 pages. Donc, le rapport là est plus complet, plus détaillé sur les éléments. L'avantage étant qu'il est objectif, il n'est pas partisan, il n'est pas militant, il n'est pas politique. Il ne recommande pas un vote. Donc, par rapport à la position de Monsieur Cléda en janvier dernier, nous sommes vraiment dans une position politique claire et nette. Et j'ai envie de lui dire ce que j'avais dit un jour à l'adresse de M. Chiroma. Mais M. Cléda, démissionnez comme évêque et puis retrouvez-nous sur la scène politique pour que nous puissions discuter vraiment d'égal à égal, c'est-à-dire qu'en tant que politicien. Et vous observez très bien comment M. Cléda passe sous silence le secteur de l'éducation et celui de la santé. Les deux secteurs sociaux où l'Église est, j'allais dire, pratiquement en concurrence nette avec l'État en ce qui concerne un certain nombre de missions, notamment l'éducation et la formation professionnelle, tous les niveaux confondus, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire, que ce soit le supérieur, et même la formation professionnelle. Et dans ce secteur-là, je vous mets au défi de convoquer ici, d'inviter à une de vos émissions les enseignants du secteur privé confessionnel catholique pour qu'ils vous disent les salaires en deçà du SMIC qui sont payés là-bas. Donc, je crois que nous n'apprenons rien. La seule chose... Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous sommes venus sur ce plateau cher ami, cher ami, cher ami, nous sommes venus sur ce plateau. Non, ça c'est la diversion. Cher ami, c'est la diversion. Est-ce que ce que Monseigneur Cléda a soulevé dans les je suis en train de vous dire vous m'interrompez. S'il vous plaît, l'honorable a la parole et il va chuter. On reviendra à quelqu'un d'autre. J'ai d'abord reconnu et je vous ai dit que ce qu'il nous dit dans la lettre n'est pas nouveau puisque il prélève la plupart des informations, 95% des informations, moins les commentaires et les avis personnels, sont tirés de l'Institut national de la statistique, c'est-à-dire ECAM 2025, ECAM 2024, la 5e enquête sur les ménages, et un certain nombre de rapports, notamment le rapport économique et financier délivré par le Premier ministre chef du gouvernement, qui donne la situation de tous ces secteurs. La seule chose que je dis, et qui est nouvelle,
c'est que cette fois-ci, la position militante est claire. La position politique est claire. Entre-temps, honorable. Non, vous pensez qu'elle est militante? Non. Entre-temps, honorable. Elle est militante. Attendez, je vous relance. Hein. Entre-temps, est-ce que c'est parce que ce que Monseigneur Kleda dit n'est pas nouveau sous le soleil qu'on devra applaudir? Est-ce que c'est beau? Non, on n'a pas dit que c'est bon. Voilà. Même le gouvernement... Est-ce que la situation Parfait. au Cameroun est reluisante? Parfait. La différence entre ce que vous dites, ce que M. Kleda dit, Oui. et la réalité, c'est que même le gouvernement, il faut lire le dernier rapport du rapport d'exécution du ministre des Finances à mi-terme produit. Combien de Camerounais ont accès à ces Justement, documents? combien de Camerounais lisent? Entre-temps, quand même, les Camerounais auront accès à Bien ces lettres sûr. pastorales de Kleda. Les Camerounais ont accès au rapport. Ce rapport est disponible. La preuve, c'est que... Est-ce qu'on ne doit pas dire merci à Monseigneur Kleda d'avoir fait une bonne communication? La différence, parfait. Est-ce qu'il fait une bonne communication gouvernementale? C'est que vous n'avez jamais invité le ministre des Finances ou un membre du gouvernement. Et c'est pour cela que mon interpellation s'adresse à ceux-là. C'est-à-dire que les 9 secteurs qui sont cités ici. Bon, on a invité des membres du gouvernement, peut-être pas le ministre des Finances. Attendez. Vraiment, parlons sérieusement. Oui. Il a cité 9 secteurs. Tout à fait. J'ai identifié les ministères qui sont en charge de ces secteurs. Le ministère de la Justice, le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État, le ministère des Relations extérieures, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère des Mines, du développement technologique et de l'industrie, le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Défense. Je souhaiterais que pour que ceux qui nous regardent aient des éclairages et se fassent une vraie opinion, que vous donniez également des espaces. Pour que cela vienne... Le ministre de la Défense va s'exprimer. Bien sûr, il a un service de la communication. Ah, d'accord. Il a des services qui sont... me rassurer. Parce que nous sommes en période électorale. Et je conclue là-dessus. Nous sommes en période électorale. Et le président de la République est déjà candidat. Vous ne pouvez pas attaquer le président de la République sans que son gouvernement, qui est en charge de ces secteurs, prenne position et donne un éclairage pour que les Camerounais se fassent eux-mêmes une vraie opinion. Donc, moi je dis, j'interpelle le gouvernement doit s'exprimer pour qu'il donne des éclairages sur ces domaines qui ne sont pas, dont la description n'est pas nouvelle, puisque je vous dis qu'elle figure régulièrement dans les rapports de l'Institut national de la statistique, qui est un document de référence, puisque M. Kleda prend la précaution intellectuelle de disqualifier tous ces rapports d'emblée. Il dit que non, les chiffres sont mensongers, ils sont manipulés. Alors que ces responsables viennent et expliquent aux Camerounais de quoi ils retournent lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance, de corruption, de démocratie dévoyée. Je n'ai pas beaucoup entendu M. Kleda dénoncer la non-participation du MRC aux élections. C'est le dévoiement même par excellence de la démocratie lorsqu'on refuse d'aller voter, d'aller aux élections, alors qu'on a un parti politique et qu'on a une mission constitutionnelle. Et on veut construire une démocratie sans participer aux élections. Je n'ai pas beaucoup entendu le citoyen Kleda dénoncer cette attitude. Donc, il y a des choses qui peuvent être nuancées. On n'a pas dit que le Cameroun est un paradis, mais ce n'est pas l'enfer que M. Kleda est en train de peindre. Lionel Kungaba, Monseigneur Kleda parle quand même encore de la sécurité dans notre pays. Et là, il fait allusion aux crises anglophones. Et maintenant, la situation sécuritaire du côté de l'extrême nord. Est-ce que ce ne sont pas des situations très importantes pour une nation qui se veut sérieuse? Mais je pense que c'est des situations qui sont importantes et on doit prendre en compte toutes ces choses-là pour pouvoir gouverner un pays. Lorsque vous avez un pays où certains partis sont en crise et sont en insécurité, je ne pense pas que vous pouvez être à l'aise vous-même. Si vous êtes à l'aise, ça veut dire que vous êtes sans cœur. Pour l'instant, quel est le regard que vous jetez sur la manière avec laquelle cette crise est gérée au Cameroun? Je vais parler de la crise au Nouzo, mais également du côté de l'extrême nord avec Boko Haram. Alors, moi je pense que les gens sont en train de faire de l'économie de guerre. Cette guerre persiste parce que beaucoup de gens profitent de ça. Ah bon? Oui, bien sûr. Vous n'avez aucun élément, hein? Je dis que cette guerre persiste parce que beaucoup de gens en profitent. Les gens en profitent et les soldats même qui sont sur le terrain se plaignent. Les populations se plaignent. Il est inadmissible que vous ayez des citoyens qui se plaignent, qui ont des grèves et que vous ne posez pas des jalons, que vous ne posez pas des ponts pour pouvoir avoir des solutions à leurs problèmes. Et vous essayez d'apporter des solutions cosmétiques qui ne donnent pas. Et jusqu'ici, après le dialogue national qui a été tenu ici à Yaoundé et les résolutions qui ont été prises, on constate que
les populations sont toujours en train de subir les violences des forces qu'on ne connaît pas. Est-ce que ce n'est pas du rôle de l'État de pouvoir identifier ces personnes, discuter avec ces personnes s'il le faut, ou prendre des mesures pour sécuriser? Parce que jusqu'ici, il faut le dire, la majorité des enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne vont pas à l'école. Ceux qui ont le privilège d'aller à l'école sont ceux qui sont Il faut également dire que tous les lundis sont fermés. Ville morte Dans ces zones. Tous les lundis sont depuis fermés. Des années. Depuis près de 8 ans, tous les lundis sont fermés. Et systématiquement, même les fonctionnaires respectent. Vous pouvez vous imaginer comment les gens dictent leurs lois et qu'on reste tranquille. Quand je vous dis qu'il y en a qui en profitent, c'est parce que, vous voyez, tout ça se passe au vu au su de tous et rien n'est fait. Il y a des routes qui sont bloquées depuis près de 4 ans. Quand vous quittez Bamenda pour aller, par exemple, en Bengui, vous êtes obligé de passer par la ville de Bali. Et pourtant, il y avait une route principale qui a été bloquée par les séparatistes jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on manque pour pouvoir désengorger? Mais je vous dis, qu'est-ce qui manque pour désengorger? Il faut avoir chacun ses yeux. Nous avons la chance d'être proches du peuple. Nous avons la chance d'être proches du peuple. Nous travaillons sur le terrain. C'est pour ça que nous avons toutes ces informations. Et certains d'entre nous descendons sur le terrain parce que nous avons cette possibilité-là d'aller voir des personnes et demander quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais jusqu'ici, il n'y a pas cette volonté politique-là. Alors, beaucoup estiment que quand Cléda le dit, ce n'est pas l'évêque qui parle, c'est tout simplement un militant. Vous savez, l'honorable Begono est de mauvaise foi. Oh là là. Il est de mauvaise foi. Oui, non, il faut le dire. Il est de mauvaise foi de vouloir dissocier le prélat aux citoyens. Lorsque vous êtes déjà prélat, c'est difficile qu'on puisse vous dissocier. Lui, il est honorable. Avant d'être honorable, il était député suppléant. On n'avait jamais dissocié ce député suppléant au haut fonctionnaire du MINAT qu'il était. On savait toujours qu'il y a... Des finances. Des finances qu'il était. On savait toujours qu'il y a... On savait toujours qu'il y a un politicien derrière la casquette de ce haut fonctionnaire. On ne peut pas aujourd'hui battre en brèche ce que le monseigneur Cléda a dit. C'est très important. Il a soulevé des points essentiels. Monsieur Bengono, je ne sais pas où vous prenez vos chiffres et tout le reste, même si l'INS nous donne les chiffres, la réalité sur le terrain, c'est quoi? Aujourd'hui, à Yaoundé, on ne peut pas circuler parce que, à la veille d'une élection, on a bouché toutes les grands axes pour pouvoir coller, banger les nids de poules. Ça, c'est un exemple palpable que nous avons à Yaoundé. Ça, c'est un exemple palpable. Ce sont des signes d'une campagne électorale. Ça, c'est des signes d'une campagne électorale. Pourquoi attendre la veille d'une élection pour le faire? Pourquoi attendre la veille? Quand vous allez dans les villes, dans d'autres villes, vous avez des problèmes sociaux que les gens rencontrent. Et ce qui a été décrié dans cette lettre, c'est exactement ce que les gens vivent. Et ne l'oubliez pas que Cléda est la voix des sans-voix. Parce que tous ceux qui souffrent vont vers ces personnes-là parfois pour se confesser. Pour dire, mon père, je souffre, je ne parviens même pas à boire de l'eau. Je n'ai même pas de l'eau, je n'ai même pas accès au courant électrique. Je n'ai même pas accès mes enfants n'ont pas accès à l'éducation. Mon père, je suis venu à l'église en retard parce qu'il n'y avait pas de route, il a plu, on ne pouvait pas arriver. Voilà des simples choses. Et il est obligé de remonter ça. Très bien. Et c'est honnête. Vous allez chuter. C'est honnête pour lui de pouvoir le faire. S'il ne le fait pas, il ne serait pas ce prélat-là sur qui les gens ont la foi. Et il faut dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord ou parce qu'il n'est pas avec vous que vous n'allez pas accepter que ces choses-là n'existent pas. Ça existe. Les Camerounais misère. Les jeunes meurent dans la mer chaque jour. Au désert chaque jour. Il y en a qui sont obligés de quitter la fonction publique pour aller au Canada. Les dernières statistiques nous ont dit combien de Camerounais, combien de fonctionnaires sont allés. Ce sont des milliers. À un moment donné, on était obligé même d'identifier les enseignants camerounais pour les bloquer à l'aéroport. Et pourtant, c'est leur droit de partir ou de ne pas partir. Pourquoi est-ce que vous les bloquez lorsqu'ils sont en train de misérer ici? Et vous dites que tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Non, rien. Merci. Je voudrais en quelques secondes, honorable. Et j'espère que vous n'allez pas m'interrompre. Non. La mauvaise foi, c'est de ne pas reconnaître que tout ce que M. Cléda a dit a épuisé des rapports de l'Institut national de la statistique. C'est ça la mauvaise foi. C'est de penser qu'il a fait une découverte, il n'a fait aucune recherche. Tout est disponible dans les rapports produits régulièrement et périodiquement par le gouvernement. Le deuxième élément,
vous dites que des jeunes partent et les enseignants et autres. Moi, je vous vois, vous vous réjouissez de cela. Qu'est-ce que le SDF propose si vous venez au pouvoir par rapport à ça? Vous proposez quoi? Vous l'avez laissé partir, vous allez leur donner des licences pour partir, alors que la nation a fait des efforts pour les former, pour qu'ils servent justement dans leur pays. Faites vous-même le ratio entre le nombre de Camerounais à l'étranger qui partent et ceux qui restent sous le soleil, sous la pluie, dans la poussière pour travailler pour la fierté, la force et le progrès de leur pays. Faites vous-même le rapport. Vous verrez qu'ils sont plus... Monsieur, laissez-moi finir. Vous voyez, vous m'interrompez. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je vous dis, vous, du SDF, qu'est-ce que vous proposez pour les déplacés internes? Ils ne sont pas à l'étranger. Ils sont au Cameroun. Ils ont été accueillis dans des familles camerounaises. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous remettez en question le programme de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Est-ce que vous avez une proposition concrète pour les déplacés internes qui sont dans une situation extrêmement précaire, qui n'arrange personne? Et nous sommes tous favorables à ce que chacun rentre dans son lieu de vie antérieur à 2016. Donc, ne venez pas ici, parce qu'on est à la télévision, dire telle est de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est de ne pas reconnaître, et vous ne reconnaissez pas ça, que les informations contenues dans cette lettre sont tirées des documents officiels fournis par le gouvernement lui-même. S'il vous plaît. Non, d'abord au professeur Wanangui. Et la mauvaise foi, c'est également de ne pas reconnaître que moi j'ai été d'accord avec ce que M. Cléda a dit, mais je ne suis pas d'accord avec sa conclusion parce qu'elle est politique. Le SDF a quand même été interpellé, on va pas passer comme ça. Non, vous voyez. Alors oui, en fait, le SDF a été interpellé, vous voyez. Allons-y. Voilà. Vous savez, lorsqu'on parlait de l'INS, je ne sais pas si sur les 30 millions, environ 30 millions de Camerounais, au moins 5 millions savent de quoi il s'agit. C'est M. Cléda qui les suit. Vous comprenez? Donc, déjà, on ne connaît même pas la démographie de notre pays. On parlait de l'INS. Ce rapport est accessible à quel type de citoyen? Le citoyen lambda qui a Yaoundé de ma circonscription électorale, Mokolo Tinga, comme Kana, est-ce qu'ils ont accès à ces informations-là? Est-ce que vous devez faire ces recherches-là et mettre dans vos différents bureaux et attendre quand M. Parfait ici vient sur le plateau avec un débat comme ça, vous venez lui donner une copie? Vous voyez combien de pages ça fait? La copie que vous avez donnée, 77 pages. Vous pensez que même si on fait 10 débats, on serait capable de décrypter et d'informer les Camerounais sur ça? Vraiment, ayez la décence d'accepter. Quand vous dites que la mauvaise foi, c'est de ne pas accepter, oui, on accepte que c'est là, mais combien de personnes ont accès? Combien de personnes catholiques? Combien de personnes ont accès? La lettre pastorale s'adresse donc à qui? Alors, il faut dire que il faut quand même accepter. Combien de Camerounais sont catholiques? La lettre pastorale s'adresse également aux âmes de bonne volonté. Ok, ça s'adresse aux âmes de bonne volonté. De quelle confession? Toutes les âmes. De quelle confession? Même les musulmans. On va la lire dans les mosquées. Même les bouddhistes. Vous êtes sûr qu'on va la lire dans les mosquées? C'est qu'il a une chance d'être lu dans une mosquée. Il faut qu'il prenne. Ce qu'il a fait et qui est important, c'est que cette lettre est sur la place publique. Mais les rapports sont sur la place publique, monsieur. Non, il n'y a que vous, SDF, qui ne les voyez pas. Non, les rapports. Lui, il les a vus. Il les a vus. Vous avez imprimé pour venir donner ici. Il a vu le rapport de l'INS. Il ne fait que citer l'INS. D'accord, vous a compris. Il a vu ce rapport. C'est un débat entre l'honorable et le militant du SDF. Moi, je repasse la parole au professeur Wanangui, mais en lisant quand même ce paragraphe qui parle des crises anglophones et sécuritaires à l'extrême nord. Voici ce que Monseigneur Cléda dit. Notre pays connaît actuellement deux grandes crises. D'abord la crise anglophone qui a éclaté en 2017, puis la crise sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun, caractérisée par des attaques violentes des groupes terroristes de la secte Boko Haram. C'est le Cameroun qui souffre dans sa chair de voir des enfants s'entre-déchirer et ces enfants assassinés tous les jours par des terroristes. Face à ces situations extrêmement douloureuses et inquiétantes, nous avons le devoir de demander au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pouvant réinstaurer la paix dans toutes les régions en crise. Un grand dialogue national a été convoqué du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé, mais à ce jour, il n'a pas donné les résultats escomptés à cause du refus des autorités d'écouter les propositions des forces vives présentes à cette rencontre. Professeur, vous allez souligner avec moi, à cause du refus des autorités d'écouter les propositions des forces vives présentes à cette rencontre. Merci, réaction. Merci. Pourquoi Monseigneur Cléda ne dit pas que l'un des groupes qui ont mis le feu au Nozo, ce sont les membres de la hiérarchie catholique? Ah bon? Qui ne le sait pas?
C'est avant que ce feu catholique, c'est qui? Avant que ce feu ne revienne les brûler. Il faut éviter la démagogie. Si le gouvernement du Cameroun n'était pas solide, il y aurait 10 fois plus de désordre dans ce pays. La crise du Nozo, elle a été maîtrisée. Mais quand vous allumez un feu de ce type, les feux identitaires sont très difficiles à éteindre. C'est une crise qui va encore durer au moins une vingtaine d'années. C'est dangereux. Dans la résolution, la résorption de ses effets. Voilà pourquoi quand ces choses commençaient, on disait aux gens, n'allez pas dans ce sens. C'est toujours facile d'allumer le feu. Pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, revenons à 2012. Il fallait écouter ce qu'un certain nombre d'experts disaient. Quand Boko Haram a commencé au Cameroun, oh là c'est fini pour le Cameroun. C'est fini, ils ne vont pas s'en sortir. Le Cameroun tient et il tiendra. Simplement, ce genre de situation génère des effets d'éviction. Ça veut dire que les ressources qu'on peut consacrer pour résoudre des problèmes qui sont plus sérieux, plus substantiels, sont divertis pour qu'on les amène dans le règlement des problèmes de sécurité. Voilà pourquoi on dit toujours aux gens, ne vous lancez pas dans des aventures de ce type. C'est contre-productif. Ça me permet d'ailleurs d'en venir au Social Democratic Front, avec qui j'ai souvent l'occasion d'interagir. Et je leur disais, faites très attention avec la crise du Nozo. Cette crise-là est très dangereuse pour vous. Et ils ont, vous voyez, un coup, ils ont un discours responsable, un autre coup, ils ont un discours opportuniste, un coup, ils ont un discours responsable, un autre coup, ils ont un discours opportuniste. Résultat, le SIF fait écraser. Alors que c'est la seule force politique, je dis bien la seule force politique qui aurait pu être une force d'alternance. Donc, ne faisons pas de démagogie. Ça, ce sont des problèmes très sérieux. Et personne n'a intérêt à ce que la force et la puissance du gouvernement de la République du Cameroun, à ce niveau-là, ne soient pas au point. Et je dis, si le Cameroun tient encore debout, c'est grâce à l'action énergique des forces de défense et de sécurité sous la très haute autorité du président Paul Biya. D'autres pays qui ont été confrontés à des défis de ce type sont dans des problèmes insolubles que le Cameroun lui a pu maîtriser, mais ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Et c'est cet argent qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses, pour faire plus d'hôpitaux, pour faire plus de centres de santé, ainsi de suite, pour même mener une action de soutien aux jeunes qui veulent se lancer dans la vie active. Très bien. Merci, professeur. Pierre Blérun-Yamek, nous continuons dans le décryptage de cette abondante littérature du prélat. Je vous amène à analyser un tout petit peu un sujet plus ou moins délicat. Je voudrais parler du pétrole. Monseigneur Cléda n'est pas allé du dos de la cuillère pour parler de cette affaire au Cameroun. Il parle de la gestion nébuleuse du pétrole. Il dit ceci: depuis 1977, le Cameroun produit le pétrole, mais sa gestion est nébuleuse et opaque. Elle est devenue en réalité une affaire de famille ou de clan. Les revenus issus de la commercialisation de ce pétrole sont très souvent détournés au profit d'une minorité, privant le Cameroun des ressources essentielles pour son développement. Parfait. Là, vous m'avez donné la partie la plus difficile. Parce que c'est que vous êtes un homme coriace. Oui, mais de tout temps, il y a eu une sorte d'opacité sur la gestion du pétrole. Ce n'est pas pour valider. Seulement, cette opacité s'est aggravée cet an dernier. Vous voyez quand même que l'organe en charge de la gestion du pétrole nous inquiète. Si on peut laisser... Vous voulez parler de la SNH? De la SNH, bien évidemment, parfait ici. Ce ne serait pas faire injure. On nous a déjà dit que, bon, le président Paul Biya avait des qualités exceptionnelles. Bon, elles sont exceptionnelles au vu de ceux qui ont les yeux pour voir cet aspect des choses. Mais à la SNH,
nous voyons quand même que le DG de la SNH n'a pas reçu une armature aussi solide que celle du président Paul Biya. Lui, au moins, il ne tient plus. Ça se voit. Qui gère la SNH actuellement? Son épouse. Bon, il y a quelqu'un du SDF qui me dit que son épouse. Bon. Nous n'avons aucun élément Le pour SDF le démontrer. Bon, je ne dis pas que c'est Le ça. directeur général de la SNH, ah non, c'est M. Moudiki. Adolphe Moudiki. Tout à fait. Mais l'Assemblée nationale devrait quand même attirer l'attention du chef de l'État sur cet état de choses. Il ne fait de doute, il n'échappe à personne que M. Moudiki n'a pas une santé bonne en ce temps-ci. Et il ne peut pas continuer de gérer une structure aussi importante. Alors, est-ce que la gestion pétrolière au Cameroun a commencé à être nébuleuse et opaque? Je prends les mots de Monseigneur depuis 5 ans, Non, 10 ans. non, non. C'est un Cléda va aux origines. Voilà. Il va aux origines. Il dit depuis 1977. Oui, il va aux origines, mais Le Cameroun produit le pétrole. la situation s'est aggravée. Elle s'est aggravée. Le management est devenu de plus en plus obscur et bancal. On dit même que là-bas aussi, des gens qui n'ont ni titre ni droit ont pris. D'ailleurs, tous en souffrent. Vous savez d'ailleurs que le PCA de cette structure a interpellé le DG récemment, qu'il y a eu une situation pour ce qui peut sauver le Cameroun. Vous savez quand même également que le DG avait interdit une réunion là-bas à la SNH convoquée par son PCA. Bon, le DG est-il en capacité d'interdire une... Nous avons eu les faits. Bon, voilà donc les faits. Nous voyons donc avec les mêmes yeux qu'il y a un Capharnaüm de ce côté-là. Mais surtout, l'orientation que prend cet argent devient de plus en plus obscure. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cléda lorsqu'il dit que c'est devenu une affaire de famille ou de clan, la gestion du pétrole au Cameroun? Mais ça, bon, là, je crois que c'est clair aujourd'hui que c'est une affaire de famille, tout simplement. Est-ce que c'est bien? Mais le professeur Onangini vous disait qu'on pouvait économiser de l'argent. L'argent que nous Qui va au Nozo. Au Nozo. Oui, je suis d'accord. Mais on a encore beaucoup d'argent ici. C'est pour ça qu'il faut en gaspiller. Il faut donc enlever ceux-ci. Les gens qui ne savent pas comment utiliser de manière citoyenne l'argent du pays. Et on peut les enlever de quelle manière? De la manière qu'indique Monseigneur Cléda. Et je suis étonné que pour des raisons politiques ou politiciennes, deux bons catholiques affrontent, essayant de l'éviter, Cléda. Au lieu de comprendre que c'est Monseigneur Cléda qui restera lorsque le RDPC sera parti. L'église restera. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César. Mais vous enlevez tout à Dieu. Donnez d'abord à César ce qui est à César. On a remis à César, mais même la logique morale. On donne d'abord à César. D'accord, donnez donc tout à César. Dieu va rester comme ça. Et Merci. Voilà. Honorable Essomba Bongono, restons au niveau de la gestion nébuleuse du pétrole. Hein. Oui. Ce sont les mots de Monseigneur Cléda. Il y a près de 2 ans, une affaire, j'ai failli parler, d'un scandale avec l'Ato Cameroun. On l'a baptisé affaire Glencore. Oui. Où on parlait quand même des milliers de dollars hein, qui avaient volé en éclats. Et une affaire qui épinglait certains grands responsables du côté de la SNH. Où est-ce qu'on en est? Vous savez que c'est une affaire qui est en justice. Et le gouvernement camerounais a désigné, l'État du Cameroun a déjà désigné, constitué les avocats qui vont le représenter dans cette affaire, où on attend précisément que Glencore révèle les noms de ceux qui l'a corrompu au Cameroun pour ces histoires. Il faut savoir, et je m'adresse à ceux qui nous regardent, que le pétrole entre dans, pour la première fois, dans le budget de l'État en 1977, effectivement, parce que nous sommes en difficulté. Parce qu'en réalité, le pétrole est exploité au Cameroun depuis 1975. Et lorsque, en 1977, le président Aïdjo constate que le Cameroun est en difficulté, et ceux qui peuvent vérifier effectivement que nous avons une situation extrêmement grave. Le choc qui l'attend de l'injection des ressources pétrolières dans le budget de l'État, c'est le relèvement notamment du niveau des recettes budgétaires, mais aussi compenser la balance des paiements parce que un certain nombre de produits, notamment les matières premières, les coûts sont en train de baisser sur le marché international. Donc, la contribution du Cameroun, de la SNH, qui est donc créée pour être l'opérateur de l'État dans le secteur du pétrole, a toujours été d'apporter
une contribution sous forme de recettes budgétaires au budget de l'État. Donc, on peut facilement, et même dans le document que je vous ai mis tout à l'heure, voir la contribution du pétrole en termes de contribution au PIB. Vous pouvez distinguer donc le produit intérieur brut pétrolier et le produit intérieur brut non pétrolier, pour bien s'apercevoir que l'essentiel de l'effort de richesse, de croissance et de production des richesses au Cameroun n'est pas pétrolier. Il est non pétrolier. Le secteur pétrolier est le plus important au Cameroun. Donc, pour bien s'arrimer aux règles de gestion et aux normes internationales de gestion et des autres industries extractives, le Cameroun a adhéré à l'initiative ITE. Vous le savez très bien. Une affaire qui ne nous sourit pas toujours. Il ne nous sourit pas. Non, attendez. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent que ce n'est pas tout le monde qui part là-bas. Nous allons là-bas parce que... De manière régulière, nous avons échoué à cette affaire. Nous sommes allés là-bas volontairement pour soumettre la gestion des industries extractives du Cameroun aux règles internationales. Et c'est tout à fait normal que périodiquement, l'instance internationale en charge de cette gestion et de ces normes nous dise « Attention, vous êtes dans une zone grise, attention, tel n'a pas révélé ceci, attention, telle société plus. » Est-ce que vous savez actuellement le débat qui aura lieu entre les chefs d'État de la CEMAC dans quelques jours porte sur la détention, la rétention dans des banques occidentales de près de 6 000 milliards qui sont des ressources pétrolières. Est-ce que vous le savez? Ça a commencé avec la réunion des chefs d'État à Yaoundé ici, où on a enjoint la Banque centrale des États de l'Afrique centrale de tout mettre en œuvre et faire pression sur les banques occidentales qui détiennent ces ressources, qui sont des ressources issues de l'extraction du pétrole, des autres ressources extractives. Donc, le Cameroun n'a pas de complexe à se mettre en règle par rapport à la gestion de son pétrole. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre l'État du Cameroun et M. Cléda. La gestion n'est non plus nébuleuse. C'est une gestion qui peut être améliorée si on respecte toutes les règles. Si tous les acteurs respectent les règles, il n'y a pas que l'État. Attention. C'est une affaire de famille ou de clan? Moi, je ne sais pas si c'est une affaire de famille ou de clan. Je n'ai pas fait un audit à la SNH pour être aussi péremptoire que M. Cléda. En revanche, je sais que quand M. Cléda parle, avez-vous l'impression que c'est un comédien? Vous avez l'impression que nous sommes en train de faire la comédie ici? Pas du tout. Voilà, donc ce n'est pas la comédie. Parce que M. Cléda a dit que c'est une affaire de famille. Moi, je ne sais pas si c'est une affaire. Je ne sais pas si c'est une affaire de famille. Tout un évêque, quand il se lève et dit des choses de manière aussi moi, je dis, forte. Tout un citoyen, quand il se lève et dit des choses, pour que nous ne soyons pas dans des accusations. Non, tout un accusations. Non, dans des accusations. Vous dites tel clan et telle famille. C'est pour cela que ça ne sert à rien. Il devrait donner le nom de cette famille. Bien sûr, monsieur. Ça ne sert à rien de jeter le grain. Ça ne sert à rien de jeter le grain. Regardez ne serait-ce que les dernières nominations. Ça ne sert à rien de jeter le grain. Ça ne sert à rien de jeter le grain à l'ensemble des poussins pour qu'ils se les disputent. Je dis ceci, même ce qui est dit dans ce rapport concernant la gestion du pétrole, le dernier rapport sur l'initiative de transparence dans les industries extractives a été encore plus clair, puisqu'ils ont dénoncé notamment l'ensemble de ce qu'on appelle les frais généraux, c'est-à-dire après avoir reversé la contribution de la SNH, après avoir reversé la contribution de la SNH au budget de l'État, il y a un ensemble de frais qui sont engagés par la Société nationale des hydrocarbures que les auditeurs et l'initiative de transparence dénonce en disant qu'il faut aller dans les points de détail et éviter absolument que ces dépenses atteignent un certain seuil. Donc ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, ce sont des choses que les gens connaissent, ce sont des rapports qui sont rendus publics, ce sont des rapports qui sont accessibles, y compris sur Google. Tous ceux qui nous regardent peuvent accéder à ces rapports. Donc moi je dis que c'est une contribution des citoyens à l'analyse de la situation actuelle. Le seul bémol, une contribution biaisée volontairement parce qu'elle veut avoir une conséquence électorale et politique. Merci. Allons au niveau de notre messagerie. Monseigneur Cléda parle de tout, sauf de ce qui le concerne. Voilà. Depuis la mort du cardinal Toumi, pourquoi il n'a pas écrit au Vatican pour réclamer un nouveau cardinal camerounais?
C'est pas les évêques qui écrivent pour réclamer ce genre de choses. Allons au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour à tous et bon dimanche. La religion catholique qui a toujours fait chemin avec le RDPC et qui a été une petite main de la dictature RDPC est subitement devenue une organisation satanique et de blanchiment d'argent, tout simplement parce que l'Église catholique a dit ces 4 vérités au RDPC. Le RDPC, à travers son communicant sur le plateau, est prêt à combattre Dieu juste pour la gloire de leur candidat. Qui l'aurait cru? Le RDPC veut dire simplement que le président Paul Biya est au-dessus de Dieu et que le RDPC est une religion et ces textes sont désormais les versets tombés tout droit du ciel. Monsieur Bongono, faites ce que vous voulez, mais vous allez partir en octobre. Un autre message. Bonjour parfait et excellent dimanche à tout le panel. J'aimerais juste dire au monsieur du SDF que dans le cadre de mon mémoire de licence, j'ai pu obtenir toutes les informations qu'il me fallait auprès de l'INS et les étudiants curieux, parce que les cancres ne savent même pas où se trouve l'INS à Douala, savent que les portes de l'INS sont ouvertes à tous, surtout à tous ceux qui ne savent pas se servir de leur smartphone. Concernant monsieur Cléda, dans un monde sérieux, l'Église catholique aurait depuis longtemps été suspendue d'activité pour ses crimes moraux envers la dignité humaine. Son point de vue ne représente rien pour un Africain ayant du bon sens, pas plus que celui du pape. C'est Joël depuis Kribi. Bonjour Perfecto et bon dimanche. Dites à l'honorable que tous les membres du RDPC ne verront pas Dieu. On dirait des monstres, Seigneur. Libérez notre pays. Qu'est-ce qui vous arrive même? C'est David depuis Yaoundé. Allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour. Pour information, le Cameroun a été suspendu de l'ITIE depuis le premier trimestre 2024 et risque une radiation en 2027. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement qui va améliorer les choses. Bon dimanche. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, honorable, que cette affaire de l'ITIE n'était pas très bon pour nous. Au contraire, je vous ai dit que nous y sommes. Bonjour, monsieur. Agréable dimanche à vous. Dites à votre honorable du RDPC que son parti ce sont des regroupements? Non, ce sont des insultes. Ici, il n'y a pas la place pour des insultes. Un autre message ce dimanche, que dit le téléspectateur? Bonjour à vous le panel. Bonjour à Parfait, le Adjawa de la modération. Je dis non. Concernant le sujet, Monseigneur Cléda est un homme politique qui se cache derrière sa soutane pour justifier sa position dans le MRC, tout simplement. Qu'il enlève cette soutane et entre dans le bas et entre dans la basse, tout simplement. C'est son droit en tant que citoyen et comme ça, le Moulinex se mettra en place sans outrager le Christ. Et pire que ça, l'Église catholique est une institution politique, plus politique même que les États. En passant, moi je suis de l'opposition par idéologie, mais pour dire la vérité, au Cameroun, nous n'avons pas encore d'opposants dignes de ce nom au Cameroun, car pour faire de la politique, il faut des moyens et des gros moyens. Prenons 2 dernières contributions. Bonjour à vous sur le plateau, un bonjour spécial à Blériot et à vous-même Parfait. Je veux juste dire que le temps sera le véritable tribunal de l'histoire. Dites-le à monsieur le professeur Mathias Eriko Wanangini, dont je connais l'intelligence. Affermir, j'avoue que ce monsieur est un génie lorsqu'il faut retourner les situations pour se préparer une prochaine ascension financière. Mais qu'il sache que de la même façon qu'il théorisait la politique hier avec le chaos lent et l'état perpétuel et qu'il laissait réellement transparaître ces théories dans nos vies. Aujourd'hui, ces nouvelles théories d'analyse politique et partisan, bien qu'elles laissent des sensations de vérité, du fait de sa façon lucide de s'exprimer, révèlent plutôt un mensonge déguisé et l'énergie de l'intellectuel émasculée par les affres du pouvoir et l'incapacité de l'intellectuel à pouvoir s'auto-employer. C'est Judicaël Donfac depuis Douala 15. Autre message ce dimanche. Bonjour monsieur Perfecto et à tout votre panel. Le représentant du RDPC fait ce qu'ils savent faire d'habitude, toujours tourner autour des justificatifs de la mauvaise gestion. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait, félicitations à toi. Je voudrais dire que Paul Biya est le meilleur risque pour notre pays. C'est signé Mohamed. On part au plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour Parfait, le Moulinex de la modération. Blériot sourit beaucoup trop
quand il parle du régime en mal, on dirait qu'il voudrait artificiellement équilibrer le débat. C'est Thierry du côté de l'Allemagne. Un autre message du 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, nous attendons les consignes de vote de Maurice Kamto. C'est Mike depuis Libreville qui envoie ces messages. Un autre message du plus 33, la France. Bonjour monsieur parfait ici. J'ai beaucoup aimé l'intervention de monsieur Léopold sur le plateau. Il a vraiment mis l'honorable mal à l'aise. Merci. Un autre message du plus 33, c'est la France. Bonjour le DGSN et son panel. Il n'y a pas de DGSN ici. Hein. S'il vous plaît, dites à M. Bongono que j'ai un ami titulaire d'un doctorat en droit des affaires, soutenu à l'université de Yaoundé 2, qui fait le Bensikin. Mon ami serait prêt à échanger sa place avec Bongono, que ce dernier aille faire le Bensikin, pendant que mon ami le remplace à l'Assemblée nationale. C'est très urgent. Il n'a qu'à être voté, c'est tout. À tout de suite pour la suite.